pas encore au bout. Alors, il faut continuer. Pierre, c'est ici, Pierre. Là, peut-être que ça dure le. On va passer par là. Pardon, excusez-moi. Ah oui, bonsoir François, on est du service d'ordre, on va t'infiltrer. D'accord, mais je vais m'expliquer aussi parce que faut que je dise un mot aux gens qui sont venus. Oui. J'aimerais bien que tout le monde, mais apparemment. Il n'a pas de soucis. Ah, François, on est là. Ah, on est là. On est là pour toi. Allez, François. Allez, François, merci François. Merci pour ce que tu as fait. Putain, ouais, on n'aura jamais tout le monde là, François. Hein? On n'aura jamais tout le monde là. Là, ça va être compliqué. Hein. Bon, on va essayer de faire rentrer maximum de gens qui viennent dire rien dehors. Merci. C'est mieux que Zemmour, hein? Oui, mais j'ai une voiture qui va. Bon. parler aux gens dehors, mais non mais. Alors plutôt par là, parce que eux vont rentrer sans doute. Il y a encore 5 qui vont rentrer là. Donc c'est Mais déjà que ça. tu veux pas qu'on fasse rentrer plus de gens par là? Hein? Faites approcher par là. Alors je fais rentrer les 100. T'as une chaise, tu peux tirer une chaise, tu peux tirer une chaise. Intervention handicapé. Merci d'avoir porté cette loi et d'avoir. Moi, je suis sur les aïeux. J'attends une chaise. Bon, tu vois, Ils sont passés les 100 là. Oui, il faut les faire passer, oui. en plus, c'est un parking. Comment ils vont sortir? Il y a des gens là. Comment il va sortir? Oui. Franchement, il a trouvé un moment de sortir. Moi je me charge de faire rentrer 100 personnes de plus Oui, dans la d'accord, salle. ok. Ça roule. Je te remercie Jean-Pierre, je te remercie pour tout le travail. Ça c'est de la chaîne. Alors, on peut pas faire rapprocher les gens un peu là-bas? Et dès qu'on aura rentré les 100, il va y avoir beaucoup d'espace ici. Donc, J'attends qu'il y ait rentré les 100 pour essayer de faire un speech pour en faire qu'une seule fois au maximum de personnes. Qu'est-ce qui se passe, François, là? Il y a un peu trop de monde. Enfin, on va pas les virer non plus, vous pouvez rester comme disaient des proches. on a toutes les personnes à faire rentrer. Donc, il y a déjà 400 personnes dedans, on va faire 100 personnes de plus. On n'a pas le droit de. Bon, il va faire 3 meetings à Toulouse. Il y a le café. Jamais gagné, n'est-ce pas? Bon, je vais en faire un là-bas. Bon. Non, comme tout le monde ne pourra pas rentrer, je pense pas qu'on m'entende jusqu'au fond là-bas, si. Il faut dire de faire passer. Bon. Comme tout le monde ne pourra pas rentrer, d'abord, pourquoi je viens, j'en sais rien. Non, en fait, j'allais à Mourinx et donc j'ai demandé à Jean-Pierre Crémou des Amis du Monde Diplo s'il voulait pas que je fasse un crochet par Toulouse, puisque je dormais ici ce soir, tant qu'à faire, autant venir dire bonjour. Pourquoi venir dire bonjour? Je pense que pourquoi j'avais envie de ça? Pour ça en fait. Pour que vous soyez trop nombreux. Non, c'est vrai un peu quelque part. Pourquoi? Parce que quand je fais des speeches, dans l'hémicycle, j'ai à affronter l'hostilité en général. Enfin, même pas, c'est pas en général, parce qu'en général, c'est pas ça, c'est pire que ça, c'est l'indifférence. C'est-à-dire, j'ai fait des tas de discours sur l'agriculture, je regardais l'œil du ministre Stéphane Travert, et il devait y avoir autant de vie dans l'œil d'un bœuf au salon de l'agriculture. Donc, bon, et il avait l'air gentil, Travers, en même temps, c'est pas pour... Mais voilà, tu cherches juste un regard dans cet hémicycle
sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer, tu vas dire c'est à lui que je parle parce qu'il y a quelque chose qui passe. Et tu le trouves pas. Tu parles à la pendule, tu parles aux banquettes, mais tu parles pas, tu trouves pas un humain où tu dis putain il y a quelque chose qui est en train de se passer en face de toi. Il y a rien qui passe entre les deux. Et donc moi je sais que j'arrive pas à faire des discours dans ces conditions-là. Et donc je mets pas plard, j'ai du mal et tout ça. Et à la limite, franchement, quand je suis hué, je préfère. Quand il y a du monde qui me déteste, que je sens cette hostilité, je préfère parce que j'ai un point d'appui. J'ai quelque chose sur lequel je peux m'accrocher et ça me stimule, c'est évidemment un stimulant. Mais je vous le dis, en général, ce qu'on a, c'est l'indifférence. Peut-être que ça a changé. Peut-être qu'on va avoir l'hostilité systématique. C'est évident que mes conditions de vie à l'Assemblée nationale vont, à mon avis, s'être détériorées depuis la semaine dernière. Et donc voilà. Ah bon? Pardon? Pourquoi? Maintenant, je vais pas vous faire ce que je vais raconter à l'intérieur, je vais pas vous le faire en long, je vais vous le faire en bref, mais avec un propos original, puisque je viens de recevoir là, juste à l'entrée de cette salle-là, enfin, une thèse. C'est sympa, on me remet les calots sympas, vous voyez. Normalement, c'est les bières du pays, c'est des trucs comme ça. Ici, on me remet la thèse de donc, Liliane Icher, 16 septembre 2016, sur l'obligation de paiement de la dette publique française. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Elle a fait un résumé. Alors, je vais demander un résumé, il y a un résumé d'une page. Non, je vais vous faire le lien, entre ça, avec Mourinx et avec la perquisition qui s'est déroulée au siège de la France Insoumise aujourd'hui. Qui ne s'est pas déroulée qu'au siège de la France Insoumise aujourd'hui, qui s'est déroulée au domicile personnel de Jean-Luc Mélenchon, au domicile personnel de la secrétaire générale du groupe. En fait, dans 10 lieux différents, 100 policiers n'avaient que ça à faire aujourd'hui, et les perquisitions contre le Front National ou contre le Modem, puisqu'on les campare, se sont pas du tout déroulées de cette manière-là. Donc là, il est évident qu'il y a une pression de l'oligarchie qui est mise sur notre groupe. Vous savez, moi, je me sens pas corporate FI en général. Tiens, ça a l'air de rentrer, vous n'êtes pas en train de braquer votre place. On va y aller, désolé. Non, mais non. Moi, c'est pas grave. Moi, vous savez que je me sens pas le plus corporate FI, c'est clair. Je suis pour la gauche, mais je suis député France Insoumise, j'en ai pas honte. C'est pas ça du tout le souci. Mais c'est vrai que bon, voilà. Mais dans ces moments-là, vous vous sentez France Insoumise, c'est forcé. Ce sont les camarades qui sont mis sous le joug de la police et de la justice, et pour l'essentiel de manière injuste, parce que ça doit, même si la justice elle doit passer, admettons, mais ça peut pas se passer de cette manière-là. Il est évident que là, ce sont des mesures d'humiliation, et quand ça se passe de cette manière-là, ce sont vos camarades. Vous pouvez être dans tous les partis, vous pouvez être, mais même aux Républicains, ça serait fait pour les Républicains aujourd'hui. Je serais un démocrate qui dirait je n'aime pas Wauquiez, c'est pas le problème. Mais à un moment, dans une démocratie, on ne se comporte pas de cette manière-là. Donc voilà, aujourd'hui la question sur ces points, la question n'est pas de savoir si on apprécie ou pas Jean-Luc Mélenchon, si on apprécie ou pas la France Insoumise, mais bien de voir que là, il y a quelque chose qui se passe au niveau d'une atteinte supplémentaire à la démocratie. Je pense, je vais vous le faire en bref, mais que on vit un temps de tension dans la lutte des classes, que grosso modo l'oligarchie se sent une l'ubris grecque, le pouvoir de la démesure, elle dépasse la mesure en l'occurrence sur ça et sur plein d'autres points. Je vais faire le lien avec Mourinx aujourd'hui. Mourinx, c'est quoi? C'est la dépakine d'abord. Vous savez, 30 000 enfants autistes, pendant 20 ans, Sanofi vend un médicament qui est prescrit aux femmes enceintes. Sanofi sait que c'est nuisible pour les femmes enceintes, que ça va donner des troubles de l'autisme. Et néanmoins, ils continuent de le vendre. Et aujourd'hui, quand on sait qu'il y a 30 000 enfants autistes, ils refusent de mettre 1 euro de côté pour payer des indemnisations aux enfants, enfin aux familles d'autistes. Je veux dire, là, on est dans la honte, on est dans l'indécence. C'est l'hubris qui continue. C'est l'hubris. Et je fais le lien. Le 8 juillet, à l'usine de Mourinx, il est révélé qu'il y a des doses de bromopropane, donc une substance cancérigène, qui sont rejetées dans l'atmosphère à hauteur de 190 000 fois les normes autorisées. C'est du délire.
en fait, ils ont caché les études, ils les ont cachées pendant des mois et peut-être pendant des décennies. Ils savaient qu'ils rejetaient ça dans l'atmosphère. Et, hein, et oui, mais bien sûr. Mais je vais vous montrer le lien avec l'oligarchie. Enfin, je veux dire, à un moment, le lobby, par exemple, c'est un mot qui est devenu insuffisant. Parce que le lobby, ça suppose une pression de l'extérieur. Qui fera croire qu'aujourd'hui, il y a besoin d'une pression de l'extérieur sur Macron pour qu'il valide tous les désirs du CAC 40 ? Il n'y a plus besoin de pression de l'extérieur, c'est de l'intérieur que l'appareil d'État, jusqu'à son sommet, s'est trouvé colonisé. Et je vais le montrer sur le cas de Mourinx. Donc on est le 8 juillet, il y a ces révélations. Le 9 juillet, on apprend que Emmanuel Macron va recevoir à l'Élysée le Dolder. Qu'est-ce que le Dolder ? Ce sont les plus gros laboratoires pharmaceutiques de la planète. Et c'est ce jour-là, Olivier Brandicourt, le directeur général de Sanofi, qui dirige le Dolder et qui donc va présider avec Emmanuel Macron la réunion à l'Élysée. On se dit, Macron, il va taper du poing sur la table. Il va défendre l'intérêt des Français. Il est notre représentant. Il va nous protéger contre ces rapaces. Il va venir dire, maintenant, sur la dépakine, vous devez payer. Ce sont des milliards que vous avez à mettre sur la table. Sur Mourinx, si vous voulez, je reviendrai derrière le faire. Sur Mourinx, eh bien, on va mettre cette usine aux normes. Vous voyez, et ce sont des millions d'investissements, on va le faire. Et Macron aurait dû mettre cette pression-là. Il ne l'a pas fait. Il n'a rien fait. À l'inverse, le 10 juillet, on lit dans Les Échos, on voit la tête joviale d'Olivier Brandicourt, directeur général de Sanofi, et on voit ce titre, « Les mesures du gouvernement sont très encourageantes ». C'est-à-dire, les décisions qui venaient d'être prises pour le gouvernement étaient à fond en faveur de Sanofi. Sur quoi ? Sur la rapidité pour les autorisations de mise sur le marché, sur le fait que les médicaments pourraient augmenter de 3%, sur le fait que il y aurait la Banque publique d'investissement mettrait 200 millions sur la table pour la recherche, sachant que Sanofi a supprimé un tiers de ses postes de chercheurs en France et dans le monde. Donc voilà. Donc là, c'est l'hubris, c'est la démesure, c'est la même chose. Alors comment je vais faire le lien avec la thèse qui m'a été remise sur l'obligation de paiement de la dette publique française. C'est-à-dire, dans quelle mesure l'État français pourrait faire défaut sur un certain nombre de ses dettes. Ce lien, je vais le faire par Colbert. Colbert, qu'est-ce qui se passe ? On est au XVIIe siècle. Fouquet, qui est donc le grand intendant du roi, il se la pète à fond. Il se fait construire le château de Vaux-le-Vicomte, il fait des feux d'artifice, il a La Fontaine, il a Molière, il invite le roi et il se la pète comme ça devant le roi. Et le roi, il dit, c'est pas tolérable, je suis le pouvoir politique, il n'est pas question que le pouvoir économique, il prenne cette ampleur-là dans mon pays, je vais le remettre d'équerre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui fait un procès, il le fait mettre en tôle, le procès dure longtemps, il le fait exiler. Ça, c'est la partie qui est connue sur la chute de Fouquet. Ce qu'on ne sait pas derrière, c'est que Colbert, il décide de prendre les 200 personnes auprès de qui l'État a le plus de dettes. Ce sont les 200 oligarques du pays de cette époque-là. Ce sont les 200 familles de cette époque-là. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il leur fait un procès, il menace de les mettre en tôle et ainsi de suite. Et on en arrive à quoi à la fin ? On en arrive à ce que les mecs disent « Ok, on lâche la dette, on vous embête plus, mais laissez-nous notre château et on repart dans nos provinces. » Il nous faut un nouveau Colbert. Il nous faut un nouveau Colbert. Non mais il nous faut un nouveau Colbert. Il nous faut un mec qui vienne et qui remette le pouvoir économique à sa place et qui serve l'intérêt des Français contre l'intérêt de ces superpuissances. Il nous faut ce nouveau Colbert qui fasse que Olivier Brandicourt et Serge Weinberg, président directeur général de Sanofi, ils devraient aujourd'hui chier dans leur froc. Les perquisitions aujourd'hui, elles devraient se dérouler au siège de Sanofi, elles devraient se dérouler au domicile de Brandicourt, elles devraient se dérouler au domicile de Weinberg, elles ne devraient pas se dérouler au domicile de Mélenchon ou de la France Insoumise. Parce que quand on a fait 30 000 enfants autistes pendant 20 ans et qu'on a caché ça, quand à Mourinx on rejette 190 000 fois plus d'une substance cancérigène, il y a matière à dire que ça peut être incriminé pénalement. Et donc voilà, je pense, il faut que la peur change de camp. C'était un propos de Henri Krasuki au début des années 80. Il disait, le problème c'est qu'avec le chômage, la peur a changé de camp.
Et on sait qu'aujourd'hui, c'est le gros souci dans le monde salarié, sur Mourinx, chez Sanofi et ainsi de suite, c'est que les gens sont habités par la peur. Eh bien, il nous faut trouver le moyen d'avoir des représentants des pouvoirs publics qui fassent que la peur change de camp. Et nous savons, nous, dans quel camp nous nous trouvons. Je vous remercie. Donc je suis désolé, je suis évidemment désolé que vous ne puissiez pas rentrer. Et en même temps, hein? C'est pas encore sûr. Il y a encore de la place? D'accord. Mais en même temps, bon bah alors du coup c'est ceux qui sont derrière. Vous avez le discours, hein? Il n'y en a pas. Donc je vais refaire mon speech là-bas peut-être. Merci pour les personnes en situation de handicap. Voilà, merci. Tout le monde fait ce qu'il peut. Bon bah vous allez avoir une double dose alors, c'est pas du jeu ça. Ouais, double dose. On tente notre coup quand même, hein. On tente notre chance. On continue à avancer. Oui, mais moi je vais voir s'il y a des gens derrière. Moi, L'énergie morale, c'est grave. Oui, merci. C'est vrai, quand on vous écoute, là, je vous assure. Ça fait plaisir. Vous avez peut-être que des visages aussi mouvants, mais derrière il y a un paquet de visages qui sont soulagés, qu'il y ait quelqu'un qui Merci parle. d'être Merci, de Patrick. tous les cas. Merci François. Et merci pour ce que tu as dit à l'Assemblée. Oui, c'est super. Je viens de demander des nouvelles à Dominique. On ne refait pas 3 fois. Non. Allez, let's go, let's go. Bonne soirée. Bah, merci. On aurait dû commencer par l'autre côté. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Et François, oui, j'ai bien fait de mettre que c'était du feu et Oli ce soir. Bonsoir. Ah, salut, ça va? Ça roule? Bon, je vais te faire un petit cellule amical, mais apparemment la salle est pleine. Et maintenant, changé de vie, ouais, je suis en Ariège. Ah bon, d'accord. Ouais. Ah, d'accord, je savais pas. J'ai changé de vie, plus photographe, je fais des cosmétiques. Tu fais quoi maintenant alors? J'ai décidé de m'attaquer au multinational des cosmétiques. Ah oui? Ouais, monter la boîte. Ça faisait longtemps que c'était pas comme ça. Et je suis associé avec la pharmacie qui peut me donner pour les. On va peut-être rentrer, non, François? Ici, vous m'avez entendu gueuler ou pas Non, encore? Pas du tout. Bon, bah, si jamais vous rentrez pas, je refais un bout de speech. On a failli ne pas rentrer. Pourquoi on rentre tout d'un coup? Moi, je sais pas, il y a trop de monde, je crois. C'est le succès. T'as qu'à bloquer la rue et faire dans la... François, Ouais. je te parle d'un truc, excuse-moi. Claire Desjardins, Chine. Il a pas commencé. Parce que LFI va bandir des... Dans la banlieue? De Montpellier, il a déjà la régie. Du coup, je fais ça. Bon, alors, ça rentre ou pas? Tu pousses. Il y a un mec dedans, il est fameux alors. Sinon, tu fais l'intervention. Bah oui, je n'y arriverai pas. Mais si on le fait dehors. Donc, ce qui est con, c'est que je vais en faire une et qu'il y a des gens qui sont rentrés. C'est pas que ça me fatigue, mais c'est que j'aime pas me répéter. Alors, hein? Filmez-vous. Quoi? Filmez-vous, passez la vidéo, comme ça on a pas besoin de se répéter. Ouais, mais bon. Ah, Merci. ça, tu peux en parler. D'accord. Non, mais oui, regarde. Sinon, vous voulez passer la petite, on peut la signer, cela dit, non? Il a déjà signé.
Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça rentre ou pas? Il y en a déjà 400 ou 500 qui sont partis. Ah, qui sont partis de la ligne. Ils étaient là, on leur a dit que... Mais là, au moins c'est 500 personnes qui sont parties. Dedans, je crois qu'on rentre à 400, 400, 500 à peu près. Ouais, ils ont dit 500. Bon, bah on va arrêter là alors. Mais Bon, je vais dire un mot, mais je veux être sûr que vous rentriez pas parce que les autres ils m'ont fait le coup qu'ils allaient pas rentrer, puis finalement tout le monde est rentré. Ça rentre alors. là-bas, ça rentre. On peut t'écouter aussi sur le fond. Il y a pas Mégatron ou quelque chose là? on en entend. Là, tu fais un live avec tout ça là? Ah, je suis en live, ça marche du tonnerre. Ah bon? Ah, putain. Les gens ils disent qu'ils arrêtent de regarder France-Allemagne là. Bon, on perd un Mais en 0, plus, mais... je rate France-Allemagne, ce qui quand même pour moi, si vous voulez, bon, les matchs de foot, vous savez que j'ai un rapport personnel à ça, peut-être ou peut-être pas, mais alors France-Allemagne, on rate pas ça quoi, tu vois. Francis-Land de Stockholm. Bon alors, ça rentre pas là, Je pense que c'est ça va fini. pas rentrer, ouais. Eh, là, devant, on sait que ça rentre pas. Est-ce qu'on peut avoir la confirmation que vous êtes interdit de rentrer là? Non, vous êtes interdit de rentrer là ou pas? C'est une forme de réussite. Oui. Mais oui, il m'a appelé. Bon alors, faut recommencer? Ouais. Ça vaut mieux une grande salle bien remplie que... Mais oui, la place du Capitole. D'ailleurs, tu prends même le Capitole. Ah, on cherche un maire. Bon alors on y va, on recommence. Bon, je suis désolé que vous puissiez pas rentrer, en même temps je suis content qu'il y ait du monde. Non, je disais pourquoi je suis venu. Je sais pas trop parce que c'est pas comme si j'avais un truc à vendre, qu'il y avait une élection en cours ou n'importe. J'étais sur Mourinx, je savais que j'allais dormir sur Toulouse. J'ai passé un coup de fil à Jean-Pierre Crémou des Amis du Monde Diplo. Je lui ai dit tu veux pas que je vienne faire une petite réunion où on discute. Il m'a dit si, pas de problème. Et donc voilà, je suis venu. Une petite réunion. Et donc bon, ce que je dis c'est que je sais pourquoi j'avais envie de tenter un truc comme ça, de faire ça. C'est parce que quand je suis dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, je me heurte en permanence à l'indifférence. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, mais enfin je me répète, c'est pas grave, c'est pas pour les mecs qui sont sur Facebook, quand j'ai fait un tas de discours sur l'agriculture et je cherche un regard en face qui puisse construire une relation et qui puisse faire qu'il y a quelqu'un à qui je parle. Vous voyez? Alors, je sais qu'il faut que je vous imagine devant vos téléphones portables, devant vos ordinateurs, mais franchement, quand on est dans l'hémicycle et qu'on a juste un paquet de bancs vides, et le mien est vide aussi, je refuse d'être jugé selon mon présentéisme ou mon absentéisme, et donc je refuse de la même manière que les autres députés le soient également. Mais bon, ceci dit, quand on est dans l'hémicycle et qu'on fait un discours, on n'a rien en face. On a des banquettes rouges, on a c'est bien, c'est doré, il y a des dorures et tout ça, mais je le dis tout à l'heure, quand tous mes discours sur l'agriculture, je regardais le ministre Stéphane Travert et je suis sûr qu'il y avait plus de vitalité dans l'œil d'un bœuf au salon de l'agriculture. Donc il est très gentil Travers, mais vous voyez que ça vit pas quoi. Vous essayez de passer, de mettre vos tripes sur la table et machin, et puis donc j'ai l'impression de te faire des discours dans un frigo quoi. Alors quand il s'énerve, c'est mieux. Vous voyez, franchement, quand il me hue, quand ça commence, à peine on n'a même pas commencé à poser la question que déjà ça va pas du tout. Bon, il y a au moins on a quelque chose à quoi s'accrocher. On est bien quoi. Moi ça me va. Ils nous détestent, c'est déjà beaucoup. Bon voilà. Bon ça c'est pas un problème, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et je pense que de ce point de vue-là, je vais dans les semaines à venir être satisfait. Je pense pas qu'on me fera de cadeaux dans les semaines qui viennent. Mais bon voilà. Et donc j'avais envie simplement de venir voir des visages et parler à des gens où quand on dit quelque chose, on a l'impression que ça réagit en face. Bon alors maintenant qu'est-ce que je vais dire pour vous faire un résumé de ce que je compte dire dans la salle ce soir. On vient de me remettre une thèse. Est-ce que Liliane Icher est là? Elle est là, Liliane Icher. Ouais.
Liliane Licher vient de me remettre sa thèse de doctorat de l'Université de Toulouse, rendue le 16 septembre 2016, sur l'obligation de paiement de la dette publique française. Il y a des endroits où on vous remet des bières de pays, du miel, le fromage du coin qui est parfois douloureux de ramener dans le train. Mais là, ici, on est sympa avec moi, on voit qu'on n'est pas dans un pays de cons, quoi. L'obligation de paiement de la dette publique française. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je sais pas. Il faut savoir que d'abord, je fais une autre digression, mais quand même, c'est comment être parlementaire sans devenir con. Non, mais il y a un vrai enjeu. Mais même sur le court terme, on voit très bien que, d'une part, vous avez un temps qui est extrêmement segmenté, qu'on vous demande, moi je suis pas habitué à ça, qu'on vous demande de gérer 10 dossiers en même temps, alors que moi je suis un bon obsessionnel. Je dis toujours, quand on creuse, au fond, il n'y a pas de pétrole, mais il y a des idées. Un mec qui a une obsession, il en sort toujours quelque chose. Bon, donc, je suis un bon obsessionnel. Je pense que tu as dû l'être aussi, en fait. Et donc, voilà. Et donc là, l'Assemblée nationale, de jongler avec les dossiers, il faut trouver du temps pour continuer à avoir de la lecture. Pour moi, continuer à avoir du temps pour rencontrer des gens, parce que c'est au croisement de la lecture et des gens que j'arrive à amener quelque chose, quoi. Bon, donc, c'est comment pas devenir con. Mais là, la perspective que je lise une thèse, ça relève vraiment de l'utopie. Hein. Il faut que je sois honnête avec toi, Liliane. Mais simplement, je vais en faire un support pour mon petit bout de speech là. C'est quoi? C'est, bon, pour le faire bref, aujourd'hui, perquisition au siège de la France Insoumise, au domicile de Jean-Luc Mélenchon, à celui de notre secrétaire général, et ainsi de suite. Je ne suis pas, vous le savez, le plus corporate des députés France Insoumise. Mais quand ça arrive à des camarades, ce sont des camarades. Et c'est pas juste ce qui se passe. C'est pas juste, non mais c'est franchement pas juste, qui est 10 perquisitions en même temps, avec 100 flics, je veux dire, pour le MoDem ou pour le Rassemblement national, on voudrait faire la comparaison, mais il y a eu une petite perquisition au siège dans les deux cas, et puis c'est tout. Donc là, il est évident qu'il y a une mise en scène de ça. Et moi, je vois les chefs d'accusation qui sont portés, escroquerie en bande organisée, machin. Je veux dire, je suis vraiment heurté. Et à ce moment-là, c'est mon sens de la démocratie en moi qui est heurté. Je le dis franchement, je suis convaincu. J'ai défendu une proposition de loi de Aurélien Pradié, avec qui j'irai sans doute jamais bouffer. Peut-être que je prendrai un petit déj avec lui, parce que souvent à l'Assemblée nationale, je prends le petit déj et j'essaye de prendre des petits déj avec des députés différents tous les jours. Peut-être un petit déj, ça se fera. Mais j'irai pas bouffer avec lui. Bon, mais ceci dit, si sa proposition, elle me paraît aller dans le bon sens, même si ça va pas assez loin et tout ça, j'y vais avec lui. Là, je vous assure que si c'était les Républicains qui avaient à subir 10 perquisitions en même temps, avec cette mise en scène, mon sens de la démocratie en serait heurté. Et c'est pas mon amour de Laurent Wauquiez, ou mon amour de Christian Jacob, ou d'Aurélien Pradié qui serait le moteur de ça, mais c'est ce qu'il y a de démocrate en moi et en nous. Et je pense qu'on doit être heurté par le fait que la troisième, la quatrième force politique du pays, il ne s'agit pas d'apprécier ou de ne pas apprécier Jean-Luc Mélenchon, il ne s'agit pas d'apprécier ou de ne pas apprécier la France Insoumise, mais il faut se dire que dans ça, il y a quelque chose de la démocratie qui est en danger un peu plus. Je dis un peu plus, parce qu'on sait très bien qu'il y a des étapes qui ont déjà été franchies. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la démesure de l'oligarchie. C'est son sentiment que tout est permis, qu'elle peut passer par-dessus tout. Et d'ailleurs, c'est un peu cette arrogance-là qui le rend revenu dans mon histoire des AESH, des accompagnants pour enfants handicapés, comme un boomerang. On n'a pas besoin d'amender, on lève juste les bras en cadence, on mène même pas les débats. Et bien à un moment, ça revient comme un boomerang, ça leur revient comme un boomerang dans la tronche. Hein. Voilà ce qui s'est passé. C'est l'arrogance, c'est l'hubris, c'est la démesure. L'hubris, vous savez, c'était les héros grecs qui, dans les tragédies, venaient à se prendre pour des dieux et à un moment étaient frappés par les dieux mêmes, frappés de malédiction. Cet après-midi, je me trouvais à Mourinx. Le 8 juillet à Mourinx, il est révélé qu'on rejette dans l'atmosphère 190 000 fois plus de doses de bromopropane que les normes autorisées. Bromopropane étant une substance cancérigène. Voilà, usine Sanofi. C'est là-bas qu'on fabrique la dépakine. La dépakine, pendant 20 ans, au moins, Sanofi savait qu'ils ont fourni, prescrit, laissé prescrire, sans indication,
de la dépakine aux femmes enceintes, engendrant aujourd'hui à minima 30 000 enfants qui souffrent d'autisme. 30 000 enfants qui souffrent d'autisme. Et Sanofi refuse d'indemniser, refuse de payer. C'est à l'État de payer. Mais c'est-à-dire c'est à vous, c'est à moi de payer. Mais ils refusent de payer. Ils refusent de mettre 1 euro là-dedans. Ils viennent d'être condamnés cet été dans un cas à verser 3 millions d'euros. Ils font appel. Vous mesurez l'indécence. Vous mesurez la honte de ça. Je veux dire, si vous sortez, vous êtes en bagnole, et je ne le souhaite à personne et je ne me le souhaite pas, mais on produit un accident. On reverse quelqu'un sur la chaussée. On va tout faire pour réparer ça. Et si ce n'est pas possible de le réparer moralement, on va demander à le réparer en payant s'il y a des choses à payer. Vous voyez, qu'est-ce que fait ce monstre froid? Ce sont des psychopathes du profit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent de verser. Ils font appel et ils préviennent qu'ils ne payeront rien. Voilà. Et donc là, dans le cas de Mourinx, c'est pour m'indiquer que je dois y aller, c'est ça? Ouais, j'arrive. Mais le 9 juillet, je vous la fais courte, mais le 9 juillet, le Dolder est reçu à l'Elysée. Le Dolder, c'est Olivier, PDG donc de Sanofi, préside le Dolder. Le Dolder, c'est tous les labos pharmaceutiques. Il est reçu à l'Elysée. Et on se dit, là, Macron, il va taper du poing sur la table. Il va être le représentant des Français. Il va venir nous protéger contre ces prédateurs. Il va produire qu'il y ait des indemnités qui soient versées, et ainsi de suite. Bon. Le 10 juillet, le mardi, le lendemain, qu'est-ce qu'on lit dans Les Échos? Portrait jovial d'Olivier Brandicourt, directeur général de Sanofi. Les mesures du gouvernement sont très encourageantes. Le gouvernement venait de faire de nouveaux cadeaux à Sanofi. C'est quoi? C'est, à nouveau, c'est la démesure. C'est le sentiment qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi, à la fois du côté de l'oligarchie économique et de l'oligarchie politique, sachant que pour moi, quand on parle de lobby, pour moi, c'est devenu un terme insuffisant. Pourquoi? Parce que le lobby suppose une pression de l'extérieur. Or, aujourd'hui, on a un appareil d'État qui est colonisé de l'intérieur. Alors, comment je fais le lien maintenant avec l'obligation de paiement de la dette publique française? C'est-à-dire le défaut. Ouais, j'y vais, mais il y a des gens ici, je leur parle et puis j'y arrive. Comment je fais le lien avec ça? Colbert au XVIIe siècle. Qu'est-ce qui se passe? Fouquet est le grand intendant du roi. Fouquet, il se la pète, il construit le château de Vaux-le-Vicomte, il a Molière, il a La Fontaine, il invite le roi, il le ridiculise. Le roi, pouvoir politique, il dit le pouvoir économique, il doit se soumettre. Qu'est-ce que je fais? Je le mets en prison, je lui fais un procès, je l'exile. Ça, c'est une histoire qui est connue. Ce qui est moins connu, c'est que derrière Colbert, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 200 oligarques du royaume, les 200 qui possèdent le crédit de l'État. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il leur fait un procès. Il commence à vouloir les mettre en garde à vue et ainsi de suite. Les mecs ils disent ok, on lâche tout. On vous lâche nos dettes, on garde notre château en province et c'est tout. Eh bien ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un nouveau Colbert. C'est quelqu'un qui vienne nous protéger contre les prédateurs, contre les 200 oligarques d'aujourd'hui et qui viennent dire, qui foutent les boules à Brandicourt, à Weinberg, et parce que les perquisitions qui se sont déroulées aujourd'hui à la France insoumise, s'il y avait une justice dans ce pays, elle devrait commencer par se dérouler au siège de Sanofi et chez messieurs de Brandicourt et monsieur Weinberg. Et je vous laisse, je vous remercie d'être venus et le fait que vous soyez nombreux, ça indique quand même qu'il y a encore un cœur qui bat et qui bat bien à gauche dans ce pays et je vous en remercie. D'accord, mais regarde sur mon site, là, je vais pas avoir le temps. Bon, faut que j'y aille. Par contre, mon sac, est-ce qu'il est là ou bien est-ce qu'il est rentré? Est-ce que quelqu'un voit un sac noir à ses pieds? Non? Je pense qu'il est rentré. Ah. Pardon, excusez-moi. Merci. François. François. Cyril, je peux prendre le sac de François? Il vient de me perdre déjà. Et n'oubliez pas d'acheter quand même. Allez, pardon.
vous êtes avec François se réconforte un peu puisqu'il vient déjà de faire le point d'intervention devant les personnes qui ont présenté. Vous avez en deux mots la genèse de cette soirée. C'est quelque chose qui a été très improvisé dans le temps puisque François m'a appelé il y a une quinzaine de jours en me demandant est-ce que les amis diplomatiques peuvent m'organiser une soirée à Toulouse parce que je dois aller à Mourin pour les affaires de Sanofi, on va nous en parler tout à l'heure. Et donc en catastrophe, il a fallu trouver une salle. Ça n'a pas été facile parce que normalement il faut plus de 3 semaines pour avoir une salle. On a eu la chance d'avoir cette salle. Alors, le problème c'est qu'effectivement la capacité elle est de 400 personnes assises, 500 personnes debout. Donc pour des questions de sécurité, et si on ne respecte pas les normes, après, puisque ce sont des salles municipales, on se fait sanctionner sur les salles à venir avec des règlements de jeu. Donc il faut essayer de respecter la règle du jeu. Et malheureusement pour cette raison, on a dû refuser du monde. Mais très honnêtement, je pense que Christophe le dirait comme moi, là-dessus, on est totalement agréablement surpris de l'affluence, d'autant qu'il n'y a pas eu de publicité, c'est pas passé dans la dépêche ni dans d'autres journaux. L'information n'est passée que par les réseaux sociaux. Et voilà, François est là, et il y a plus de 1000 personnes ce soir qui auraient souhaité pouvoir le rencontrer. Dans ces circonstances, ils sont donc un petit peu possibles. Je dirais juste deux mots, donc c'est les amis diplomatiques qui ont organisé cette soirée. On l'a fait en partenariat avec l'équipe de Fakir. Alors, Fakir, le monde diplomatique, ce sont deux journaux auxquels François a largement contribué depuis de nombreuses années. Il ne va pas nous en parler ce soir, ce n'est pas l'objet. Vous avez toutefois des Fakir qui sont à la vente. Vous avez une table aussi au fond de Fakir avec des publications, y compris la dernière sur le comment ça s'appelle, sur le Big Pharma. Big Pharma, voilà, sur Big Pharma. Vous avez quelques exemplaires de manière de voir et la publication bimestrielle du monde diplomatique. Vous pouvez trouver tout ça là-bas, ainsi que beaucoup de quelques papiers sur le les amis du monde diplomatique, qui est une association qui demande que d'avoir davantage d'adhérents pour pouvoir fonctionner pour toutes les conférences que l'on organise. Juste un mot d'ailleurs, la suivante importante, ce sera le 8 novembre à la Bourse du Travail. C'est avec Éric Toussaint qui est le président du comité pour l'abolition de la dette, et qui donc va venir nous parler des dettes souveraines et de leur résiliation. Alors je vais dire un mot quand même sur François, juste avant de lui passer la parole. François, comme je le disais, a travaillé de nombreuses années au Diplo. Il a travaillé au monde diplomatique, il a travaillé avec l'équipe de Daniel Mermet sur l'émission La Bastille du Sud. Il est toujours le fondateur du journal Fakir, initialement journal régional et qui a fait une ampleur nationale. Et je crois que c'est à peu près tout au niveau de la presse. Enfin, il a travaillé dans la société Archimède aussi, l'agence critique des médias. Dans le Diplo, j'essaie de reconstituer un petit peu sur les archives du Diplo un peu le parcours de François depuis quelques années. Donc, vous allez voir, rien que les titres de ses articles sont révélateurs de son parcours et de ses centres d'intérêt. Donc, en 2001, il écrivait, alors il a d'abord écrit sur le journalisme, en 2001, apolitisme très politique des journaux municipaux. 2003, le centre de formation des journalistes saisi par l'argent roi. D'accord. 2012, plus récemment,
c'est une manière de voir, je crois, la mère célibataire n'a pas de fils journaliste. Réfléchir sur le sol des titres. Il a écrit quelques articles sur la ville aussi, hein, le logement social entre pénurie et ségrégation en 2003. En 2007, penser la ville pour que les riches y vivent heureux. Ça ne fait pas penser à quelque chose ici. Voilà. Il a pas mal travaillé sur l'économie aussi, hein, donc 2005, naufrage industriel pour la marine marchande. 2007, le scandale Airbus va-t-il devenir l'affaire Lagardère, hein, c'était donc sur les affaires d'éliminer sur Airbus. Je signale tout à l'heure que ce soir, il y avait justement une soirée sur Airbus au Bijou avec l'Université populaire sur la sous-traitance à Airbus et surtout l'externalisation des activités qui met de plus en plus d'activités ici en danger. 2008, partage des richesses, la question taboue. 2009, on ne peut pas desserrer les taux ou on ne veut pas, c'est sur le protectionnisme, hein, bien sûr. 2011, enquête dans le temple de l'euro, avec Antoine Dumini, donc qui était bien sur cette partie économique, et en 2016, dans le manuel critique d'économie du monde diplomatique, tout le monde profite du libre-échange, entre guillemets, bien sûr. Mais bien sûr, sur le social, 2007, ça ne s'enchaîne pas complètement, hein, mais il y a progressivement une évolution. 2007, question posée, trop raisonnable les salariés des ADS, de ADS, donc d'Airbus, et donc au sujet du fait qu'en dépit des détournements des délits initiés qui s'y produisaient, les salariés acceptaient docilement le plan Power 8 à l'époque. Voilà, c'est la question posée. Puis après, un sujet qui, bien sûr, l'a beaucoup tenu à cœur, hein, chez les LVMH, le géant du luxe, en 2008, avec d'ailleurs un petit article qui est inédit qui s'appelle Les sons du face-à-face. Ce sont des enregistrements pris avec des personnes de chez LVMH qui est plongé sur le site du 2009, donc là il s'est intéressé à la Guadeloupe, puisque c'était une flamèche obstinée à embrasser la Guadeloupe. Et 2010, dans la fabrique du mouvement social. Et puis finalement, sur le politique aussi. Sur le politique, en 2008, un premier article, le Parti socialiste à contresens sur l'autoroute des idées. Ça c'est clair. 2010, et là on va déjà être proche du débat de ce soir, à Bruxelles, les lobbyistes sont les, entre guillemets, garants de la démocratie. Et 2018, pour terminer, le dernier article qu'il avait fait dans le diplôme, c'est son parcours durant la campagne électorale d'Amiens, c'est déjouer la résignation, hein, sur la première circonscription de la Saône, retour sur une victoire électorale. Voilà, donc ça c'était un petit peu son parcours en tant que journaliste. Ce soir, donc on va reprendre le thème, là il arrive de Mourins ce soir, pour nous en parler, puisqu'il est sur un combat bien particulier, autour d'un des groupes multinationales qui sont une entreprise qui gagne, comme chacun sait en France, c'est Sanofi, et dont on va parler ce soir de Sanofi, lobby et Macronie. François, je te réponds. C'est remercier Jean-Pierre et tous ses camarades des Amis du Monde Diplomatique, tous les camarades de Fakir et, je ne sais pas, de la France Insoumise et d'autres organisations qui ont œuvré. Vous savez, c'est tout un travail invisible qui s'effectue pour qu'une rencontre comme celle-ci ait lieu et qu'il nous soit permis encore de diffuser des idées hors, dans les petits ruisseaux, hors des grands médias dominants. Et donc merci pour tout ce travail invisible qui fait que ce soir, à vos yeux, je peux être très visible. Merci à vous. Pourquoi je suis là ce soir? En fait, je ne sais pas trop. Non, ce que je veux dire, c'est que j'allais à Mourinx, demain je suis à Montpellier, je dois dormir à Toulouse, donc j'ai passé un coup de fil à Jean-Pierre et dit bon, tu veux pas qu'on fasse une petite rencontre, qu'on voit des gens, qui me racontent leurs histoires. Donc voilà, et c'est comme ça que s'est faite la réservation de la salle, et puis c'est comme ça que vous êtes un peu trop nombreux, mais enfin bon, on a
Non, en fait, je sais pourquoi j'avais envie de vous voir, de voir des gens aujourd'hui à Toulouse. Ou ailleurs, demain à Montpellier. Je sais pourquoi aujourd'hui j'ai besoin, alors que j'ai fait du Amiens-Paris, et j'ai dit non, très longtemps à plein de trucs parce que le rythme de l'Assemblée nationale est un rythme particulier. Je sais pourquoi. Parce que quand je parle dans cet hémicycle, j'ai l'impression de parler à du vide en face de moi. Le pire adversaire que j'ai affronté à chacun des débats, des non-débats, c'est l'indifférence. Pendant le truc sur l'agriculture, j'étais en charge du dossier, donc j'ai fait plein de discours sur l'agriculture. Et j'avais en face de moi Stéphane Travers, je le regardais, et je me disais, mais il y a plus de vie dans l'Aile d'un bœuf au salon de l'agriculture. Voilà, c'est pas Stéphane Travers, c'est juste, vous avez l'impression qu'en face, il n'y a rien. Vous cherchez une personne, juste une personne, vous allez vous accrocher à une personne, vous allez la regarder, c'est pour elle que vous allez délivrer votre discours, elle va y croire, on va partager quelque chose. Mais non, vous regardez l'horloge, c'est mieux, quoi. Donc, non, vraiment, c'est ça. J'ai l'impression d'être dans un frigo et je ne sais pas faire. Je sens votre chaleur, là, ce soir. Votre chaleur, et évidemment le mode d'interprétation ne va pas du tout être le même qu'à l'Assemblée nationale. Alors des fois, il y a la haine en face, et c'est déjà beaucoup mieux. Eh oui, ça donne un truc, on est hué, voilà, ils font taper les trucs, machin, ça donne quelque chose à quoi s'accrocher. Donc peut-être que je vais être satisfait parce que dans les prochaines semaines, je crains que de ce côté-là, ça monte un petit peu. Donc voilà, je sais pourquoi je viens parce que j'ai des chiffres sur ma page Facebook, je peux vous assurer que je regarde vachement les commentaires qui me sont laissés, parce que c'est un truc où on dit, bon, ça sert à quelque chose. C'est con, hein, mais c'est voilà, c'est un truc où on dit, bah il y a une trace, où il y a des gens qui partagent, qui commentent, qui ceci, qui cela, mais à un moment, c'est quand même mieux de vous voir en vrai, que d'avoir seulement des chiffres sur la page Facebook, quoi. Donc voilà, je pense qu'au fond, c'est la motivation essentielle. Maintenant, on va faire un peu de blé. Alors, à l'entrée, on m'a remis quelques petits cadeaux. Il y en a quelqu'un qui m'a remis une bibliographie sur l'effondrement. Vous voyez, c'est chouette, j'ai passé une bonne soirée. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a remis une thèse, un doctorat à l'Université de Toulouse, Liliane Ischer, sur l'obligation de paiement de la dette publique française. Je le dis, hein, mais ailleurs, on m'offre des bières du pays. On m'offre du miel. On m'offre des trucs comme ça, et ici j'ai donc droit à une thèse sur l'obligation de paiement de la dette publique française. Eh bien, aimant les contraintes poétiques, je vais l'intégrer à mon propos. Il y a un truc. Il y a un autre truc. Bon, ben, enfin, on va s'arrêter là pour. Je veux vous dire, à l'instant présent, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, d'abord, le profond sentiment d'injustice qui m'habite. Le sentiment d'injustice à l'égard de mes camarades de la France Insoumise. Et je dis, je ne suis pas le plus corporate des députés France Insoumise, c'est clair et net. Je ne suis pas... voilà. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il ne s'agit plus de savoir si on apprécie ou pas Jean-Luc Mélenchon, de savoir si on apprécie ou pas la France Insoumise, le travail qu'elle effectue à l'Assemblée, et ainsi de suite. Ce n'est pas le souci. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire 10 perquisitions simultanées sur une base d'accusation qui est quand même extrêmement fragile, que le domicile des camarades est perquisitionné. J'ai Mathilde Panot, là, qui est une copine donc, du groupe, elle a reçu un avis pour une audition. Dans le cadre de l'enquête susvisée, elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre les infractions à la législation sur les comptes de campagne, escroquerie et tentative, abus de confiance, recel de ces délits et blanchiment, travail dissimulé aggravé. Je veux dire, là, quand je lis ça et que je vois la copine dont il s'agit, c'est un sentiment d'injustice. Et là, je le redis, c'est même plus l'étiquette. La semaine dernière, j'ai défendu dans l'Assemblée nationale une proposition de loi de Aurélien Pradier.
député Les Républicains, avec lequel j'irai vraisemblablement pas bouffer. Peut-être un petit déj, parce que je prends des petits déj régulièrement avec les autres députés à l'Assemblée, mais j'irai pas bouffer avec lui. Mais c'est pas grave, on a défendu sa proposition. En gros, je considérais que c'était plutôt mieux que rien. Donc voilà, c'était un pas. Bon, on a essayé de pousser par des amendements pour aller un petit peu plus loin. Mais là, aujourd'hui, je vous le dis franchement, si jamais c'était les Républicains qui étaient frappés de la même manière, je m'élèverais aussi. Je m'élèverais aussi. Et sans aucune affection pour Laurent Wauquiez, sans aucune affection pour Christian Jacob, sans aucune affection pour Aurélien Pradier, c'est pas le souci là aujourd'hui. Ce qui doit être heurté en nous par ça, par le fait que la 3e ou 4e force politique du pays soit traitée de cette manière-là, c'est notre sens de la démocratie. C'est notre volonté que la démocratie existe dans ce pays. Et voilà ce qui est blessé là. Je vais vous dire ce que ça traduit. Ça traduit pour moi une radicalisation de l'oligarchie. Ça traduit un extrémisme du capital. Ça traduit ce que j'appelle le syndrome Benalla. Qu'est-ce que le syndrome Benalla? C'est je me sens au sommet du pouvoir, je me crois tout puissant. Et c'est ça, dans cet acte-là, dans cette manière de mener d'hyperquisition en même temps et d'avoir 100 policiers sur le terrain, c'est ça que je lis pour moi. C'est une aggravation de la tension dans la lutte des classes. C'est quoi? Vous savez, Warren Buffett, il disait la guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Eh bien moi, c'est le sentiment que aujourd'hui, cette oligarchie, elle se croit tout permis. Elle agit avec arrogance. En fait, vous savez, dans la tragédie grecque, on appelait ça l'hubris, la démesure. Les héros grecs, ils se prenaient à un moment de succès en succès, étant roi et tout ça, ils se prenaient pour des dieux, et les dieux venaient les ramener à ce qu'ils sont et à leurs conditions terrestres et les punir. Et là, je pense qu'on a affaire à ça aujourd'hui. On a affaire à l'arrogance personnelle de Macron, mais qui traduit une arrogance de classe, qui traduit l'arrogance de l'oligarchie. Ça se traduit évidemment dans des propos. Sylvain me disait, écoute, je te fais juste du mois de septembre. Les Gaulois réfractaires, il suffit de traverser la rue et les retraités vont quand même pas se plaindre. En un mois, vous avez ça. En un mois, vous avez ça. Et je dirais que ce qui s'est passé la semaine dernière me concernant sur les accompagnants pour enfants en situation de handicap, c'est la traduction de la même arrogance de cette oligarchie à l'Assemblée nationale. C'est quoi? Il y a un texte, c'est la droite, c'est l'opposition, donc on s'en fout, on la méprise. Je vous redis, je ne suis pas de droite, vous le savez bien, il n'y a pas une ambiguïté là-dessus. Hein. Mais on n'amende pas. Nous, tous les jours, nous amendons des textes contre lesquels nous sommes. Tous les jours, nous débattons pour dire pourquoi nous sommes contre ces textes-là. Mais eux, ils ne portent aucun amendement sur ce texte-là. Ils ne débattent absolument pas. Ils se contentent de voter contre. Et je les avais prévenus en commission. Je les avais dit, ce comportement sera inacceptable si jamais dans l'hémicycle vous déposez une motion de rejet préalable. C'est-à-dire interdisant, empêchant le débat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils sont habités par cette arrogance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une arrogance qui vaut à l'endroit des parlementaires, mais qui vaut également à l'endroit du sujet traité, des accompagnants pour enfants en situation de handicap, dont il y a un déni de réalité. Je veux dire, ils sont complètement hors sol. Quand Jean-Michel Blanquer vient dire qu'une accompagnante en situation de handicap est payée 1 350 €, il a fumé, quoi. Non, mais il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ou alors, il y a 3 personnes à temps plein en France, quoi. Mais ces personnes vivent entre 650 et 750 €. Et puis même, pour être un petit peu précis sur leur situation, le fait d'être passé de auxiliaire de vie scolaire, donc de contrat aidé, à ESH, qui est un contrat un peu moins précaire, parce qu'on dit que c'est une sortie de la précarité. C'est chouette comme sortie de la précarité, c'est vous pouvez faire 6 contrats de 1 an, et au bout de 6 ans, comme ça, au bout de 6 contrats de 1 an comme ça, peut-être que vous serez titulaire. Mais avant de prétendre à ça, il faut quand même que vous ayez fait vos 2 années d'auxiliaire de vie scolaire. Vous voyez, d'abord. Et ensuite, le passage de l'auxiliaire de vie scolaire à ESH, généralement, il y a moins d'heures, et du coup, il y a une perte de salaire. Il y a une perte de salaire de 50 €, 60, 70 €. Alors bon, pour eux, ça n'est rien. Ça se voit même pas. Ils ne comprennent pas. Mais pour les gens qui vivent avec ça,
50, 60, 70 euros. Eh bien, ça fait toute une différence, c'est l'évidence. Et donc je pense que là, il y a un déni de réalité, je le dis. Il y avait Yann Arthur Bertrand qui nous a fait le monde vu du ciel. Eux, c'est le monde social vu du ciel, quoi. Et donc tout est aplani. Voilà, mais c'est cette arrogance... J'étais à Mourinx cet après-midi. Mourinx, c'est le symbole, là aussi, de cette arrogance de l'oligarchie. Replaçons ça dans le contexte de Sanofi. Sanofi a produit pendant des décennies de la dépakine. La dépakine est un médicament utile. On va poser cette base-là. La dépakine est un médicament utile pour les femmes qui souffrent d'épilepsie. Enfin, pour les personnes qui souffrent d'épilepsie. Ça, c'est une certitude. En revanche, ça ne doit pas être prescrit pour les femmes enceintes. Voilà le problème. Hein. Mais donc ça, d'abord on va dire ça, et on va dire aussi qu'on est favorable à ce que la dépakine continue d'être produite en France et à Mourinx. Maintenant on demande à ce qu'elle soit dans de bonnes conditions sanitaires et environnementales. Mais la dépakine est un médicament utile. Le souci c'est que, au moins dès 1984, Sanofi sait que la dépakine va produire des troubles de l'autisme. Et tout un tas d'autres choses, mais enfin, notamment de l'autisme en série, peut-être dans 30-40% des enfants, quand la mère continue à prendre de la dépakine quand elle est enceinte. Depuis 84, depuis le milieu des années 80, Sanofi sait. Des tas d'études le démontrent. Et pourtant, il faut attendre 2004 pour qu'il y ait une première annonce sur les médicaments, et en fait, il faut attendre 2013, 2014, 2015 pour que cette annonce soit claire. Donc au moins pendant 2 à 3 décennies, même il était inscrit dans les résumés caractéristiques produits qu'on devait conseiller ce médicament aux femmes enceintes. C'était écrit. Je me suis fait tous les RCP, tous les résumés caractéristiques produits depuis les années 80 pour les comparer. Donc pendant des décennies, Sanofi a vendu ça à des femmes enceintes alors qu'ils savaient. Le résultat aujourd'hui, c'est à minima 30 000 enfants qui souffrent d'autisme dans ce pays parce que leurs mères ont continué à prendre de la dépakine. Sanofi, dans le même temps, sur ces 30 000 enfants, refuse de verser 1 euro d'indemnisation. Refuse d'abonder le moindre fonds, c'est l'État qui payera. Et même quand ils sont condamnés, cet été ils ont été condamnés dans un cas, très clairement, à verser 3 millions d'euros. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel et ils ont dit à la fin c'est l'État qui payera. Je veux dire, là, on est dans l'indécence de cette oligarchie. Il n'y a de honte de rien, je le dis, mais je le souhaite à personne ici. Mais si jamais un jour il nous arrivait de renverser quelqu'un dans la rue, on aurait honte, on se sentirait mal. La première chose qu'on ferait, c'est de chercher tous les moyens pour réparer ça. Pour le réparer humainement, pour le réparer, s'il n'y a plus que ça à faire, pour le réparer financièrement, mais pour trouver un chemin, pour reconstruire quelque chose, quoi. Parce qu'on se sentirait coupable. On a là affaire à des psychopathes du profit. Mais oui, ce sont des psychopathes du profit. Ils n'ont honte de rien, ils ne rougissent de rien. Quand dans le même temps, ils font 6,6 milliards, enfin, ils versent, pardon, quand dans le même temps, ils versent 6,6 milliards d'euros à leurs actionnaires. En un an. 6,6 milliards d'euros. Alors il y a une partie, c'est des dividendes, et il y a une partie, c'est du rachat d'actions. Qu'est-ce que c'est que du rachat d'actions? C'est vous prenez des actions, vous les détruisez, en vous disant, comme il y en aura moins sur le marché, ça fera grimper celles qui restent, donc c'est un cadeau aux actionnaires. Mais vous voyez, on rachète des actions, on a tellement d'argent qu'on utilise son argent pour détruire de l'argent. On en est là. Mais alors, dans ce registre-là, d'ailleurs, Sanofi à Montpellier, ils ont construit une usine, ils l'ont détruite avant même qu'elle produise. Parce qu'ils se sont dit, bah, si on la garde avec un toit, on a changé de stratégie, donc on ne va plus produire à l'intérieur. Elle n'a jamais servi. Ils l'ont détruite parce que s'il y a un toit et des fenêtres, il va y avoir des impôts à payer dessus. Donc ils l'ont détruite. Construite, détruite. On voit très bien la folie du capital. La folie du capital en l'occurrence. Et alors, ça a des conséquences. Par exemple, on choisit donc le projet financier l'emporte très clairement sur tout projet industriel, ce qui fait qu'on supprime un tiers des emplois de chercheurs en France et dans le monde. Ça a des conséquences. 6,6 milliards d'euros, c'est, je crois, 90 fois les recettes du Téléthon.
90 fois, 90 ans de Téléthon. Alors on vient nous faire la grande messe médiatique, mais vous imaginez ce qu'on pourrait libérer pour les maladies orphelines, mais aussi pour la recherche contre l'épilepsie, pour la recherche contre l'autisme, et j'ajouterai surtout la recherche contre les infections, la recherche de médicaments anti-infectieux. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Organisation mondiale de la santé, depuis une dizaine d'années, alerte. Elle alerte, elle dit on a un problème, c'est qu'il nous manque des anti-infectieux sur la tuberculose, sur le paludisme, sur un certain nombre de maladies. Je ne vais pas vous faire le spécialiste, je ne le suis pas. Mais on a un problème sur... et donc des maladies qui sont en Afrique, qui sont dans les pays du Sud, qui sont dans les endroits où il y a un faible pouvoir d'achat. Que répond Sanofi? Que répondent tous les laboratoires pharmaceutiques? Parce que c'est la même chose pour tous les big pharma du monde. Ils répondent, nous ne pouvons pas pour des raisons budgétaires. Vous vous rendez compte? Ils donnent aux actionnaires 90 fois 90 télétons et ils répondent qu'ils ne peuvent pas faire ces recherches-là pour des raisons budgétaires. Voilà. Cette oligarchie se vissante. Et là, en l'occurrence, c'est inchiffrable. Les centaines de milliers, les millions de décès sans doute parce qu'il n'y a pas les médicaments adéquats en face dans les pays du Sud. Mais voilà les conséquences qui sont indivisibles, qui sont difficilement mesurables, mais ce sont celles-là. C'est le contexte. C'est le contexte Mourinx. Maintenant, le 8 juillet de cette année, 8 juillet 2018, il est révélé par France Info et par Mediapart, à ce moment-là j'écoute ma radio le soir, que, alors on est en train de boucler le bouquin, il me semble, avec Cyril. Il est où Cyril? Il est là-bas. Donc vous pouvez l'applaudir, c'est le co-auteur du bouquin sur Big Pharma. On est en train de boucler le bouquin. On découvre donc dans la presse que l'usine Sanofi de Mourinx, qui produit justement la dépakine, rejette dans l'air 190 000 fois plus de bromopropane, qui est une substance cancérigène. Elle en rejette 190 000 fois plus que les normes autorisées. Vous imaginez? En plus, on sait depuis qu'ils savaient, à minima, depuis le mois d'octobre, qu'ils l'ont caché à l'Adréal. Mais on peut penser, c'est dans le journal Sud-Ouest d'aujourd'hui, que vraisemblablement, ça fonctionne comme ça depuis des décennies. Donc en tout cas depuis des mois, sans doute des années, Sanofi Mourinx rejette dans l'air, pour les riverains et pour les salariés qui sont ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle ça comme ça, c'est une sociologue qui s'appelle Anité Bomoni, spécialiste de la santé, qui appelle ça les sentinelles. C'est-à-dire les premiers frappés sur tous les problèmes amiante, plomb et ainsi de suite, les premiers qui vont être touchés, qu'on va voir tomber, ce sont les salariés eux-mêmes. Donc voilà, ils sont dans cette ère où il y a 190 000 fois plus que les normes autorisées pour tous les riverains. Bon, c'est du délire. Donc le 9 juillet, on apprend, c'est Cyril qui me l'apprend et c'est sans doute un syndicaliste de Sanofi qui te fait remonter l'information. On apprend, et il y a en effet une dépêche AFP qui paraît discrètement sur le sujet, que le Dolder va être reçu à l'Élysée. Qu'est-ce que le Dolder? Ce sont les plus grands labos pharmaceutiques du monde. C'est le lobby ou c'est le regroupement de tous les plus grands labos pharmaceutiques du monde. Ils vont être reçus à l'Élysée, et en l'occurrence, celui qui préside la réunion côté Dolder, c'est Olivier Brandicourt, directeur général de Sanofi. Il va aller à l'Élysée. Alors là, l'après-midi, il y avait le congrès, Macron faisait des effets de manche à Versailles, j'y étais pas, mais enfin j'ai vu des résumés. Et bon, voilà, les journalistes se sont centrés là-dessus, vous voyez, et tout le monde a parlé des déclarations de Macron. C'est de l'amusement, c'est pour la galerie. La réunion la plus importante ce jour-là, elle était sans doute le soir avec le Dolder à l'Élysée. Et là, on se dit, comme on a confiance dans la démocratie, on a confiance dans la République française, on a confiance dans le président de tous les Français, qui va nous défendre, qui va nous protéger contre ces prédateurs de la finance, qui va venir taper du poing sur la table, qui va venir dire maintenant, pour les 30 000 cas d'enfants autisme, vous allez payer. Pour Mourinx, vous allez me remettre ça aux normes et vite fait. Vous allez m'embaucher des gens dans la recherche, vous allez produire des anti-infectieux. C'est l'évidence. Et si vous ne faites pas ça, eh ben on va vous enlever votre cravate, on va vous enlever vos lacets, on va vous enlever votre ceinture et ça sera la garde à vue. On est confiant.
On est confiant, ça. Petite déception, le lendemain, mardi 10 juillet. Nous lisons Les Échos, journal de Bernard Arnault. Au fond, je considère qu'il y a deux journaux qui sont franchement marxistes en France. Il y a Les Échos et il y a l'Humanité. Parce que dans les deux cas, quand les dividendes tombent, ça fait automatiquement la une des deux journaux. Pas forcément pour les mêmes raisons. Dans Les Échos, que lit-on? Il y a une photo où Olivier Brandicourt, donc directeur général de Sanofi, apparaît comme étant jovial, heureux, rayonnant, radieux, avec ce titre dessus. Nous avons les mesures du gouvernement sont très encourageantes. Les mesures du gouvernement sont très encourageantes. C'est-à-dire qu'il venait d'être satisfait sur toute la ligne. Je le rappelle, 190 000 fois plus de bromopropane rejeté, 30 000 enfants autistes, un massacre dans la recherche, avec des milliards néanmoins versés aux actionnaires. Et qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une récompense adressée à Sanofi, plutôt que de venir taper du poing sur la table et remettre le politique comme obstacle, comme bouclier entre l'économique et les citoyens. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu donc, pour faire le détail? Des autorisations de mise sur le marché plus rapides, alors qu'on a quand même un certain nombre de scandales sanitaires. Bon. Ils ont obtenu que le prix des médicaments puisse augmenter de 3% pendant 3 ans sur un certain nombre de médocs. Moi, j'aimerais bien que mes infirmières de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel à Amiens, qui pendant plus de 100 jours ont réclamé une table ronde, qui en sont encore là, qui n'ont pas franchement au bout de 100 jours toujours les portes de l'Élysée qui s'ouvrent à elles, mais j'aimerais bien que pour la psychiatrie, dans ce pays, on dise, bah voilà, pour les 3 prochaines années, on augmente de 3% le budget de la psychiatrie. Ce ne serait pas énorme, mais... Et la troisième chose qu'ils obtiennent, c'est que la Banque publique d'investissement, la BPI, crée un fonds commun avec les labos pharmaceutiques et qu'elle mette 200 millions pour pouvoir faire de la recherche. Attendez, il faut comprendre la situation. Sanofi verse 6,6 milliards d'euros à ses actionnaires. Il touche pour ça, en plus, des centaines de millions de crédits impôt recherche. Il supprime des postes de chercheurs. Et il faut leur donner 200 millions supplémentaires pour qu'ils daignent faire un petit peu de recherche. Je veux dire, la BPI, elle aurait des tas de trucs à financer. Si on veut une transition de l'agriculture, par exemple, il faut que la BPI finance un certain nombre de projets dans les fermes et qu'il finance aussi des projets industriels sur une agroalimentation de proximité. Il y aurait tout ça à faire pour les PME avec la BPI. Et on choisit là d'aider Sanofi. Voilà comment Sanofi est récompensé. Alors là, il y a un problème qui est un problème du côté de Sanofi, mais à la limite, qu'une multinationale cherche le profit pour en redistribuer un maximum à ses actionnaires, on ne va pas en être surpris. La difficulté, elle n'est pas là. Enfin, elle est là quand même, il ne faut pas déconner. Mais elle est évidemment qu'on devrait avoir un État qui vient de se dresser contre leur hubris, qui vient s'interposer. Et à la place, on a quoi? On a un État, un sommet de l'État, un chef de l'État qui est complice. C'est ça. C'est ça, le cœur du problème, il est là. Il est que l'État, et notre président, il devrait nous protéger, il ne le fait pas. Alors vous savez, il y a des liens personnels entre Emmanuel Macron et Sanofi, qui passent notamment par Serge Weinberg, le PDG de Sanofi. C'est Serge Weinberg qui, quand Emmanuel Macron était aux côtés de Jacques Attali dans la commission Attali, a dit à Emmanuel Macron, partez dans une banque d'affaires, enrichissez-vous et ensuite revenez en politique. C'est ce qu'il a fait. Et Weinberg l'a aidé à rentrer à la banque Rothschild. Ensuite, Weinberg l'a aidé à faire sa campagne présidentielle. Et quand Emmanuel Macron a été élu, le jour de l'élection d'Emmanuel Macron, on a ces images sur BFM, on a été faire des captures d'écran. On a Emmanuel Macron qui est donc dans les salons de l'Élysée, il est entouré par plein de monde, et à un moment on le voit fendre la foule et aller saluer quelqu'un, et qui il va saluer ce jour-là? Eh bien il va saluer Serge Weinberg, PDG de Sanofi. Dans les semaines qui suivent l'élection d'Emmanuel Macron, on apprend ça par un syndicaliste, CGT, je le dis parce que dans ce dossier, la CGT est sud sur Montpellier, mais la CGT est particulièrement courageuse. Pourquoi? Parce qu'elle ose, et on sait que ce n'est pas facile sur des dossiers où il y a la santé et l'emploi en jeu, elle ose
très clairement dire nous voulons une mise aux normes, nous œuvrons pour la santé. Et le chantage à l'emploi, aujourd'hui, nous le refusons. Nous voulons sauver le site Sanofi de Mourinx, mais nous voulons le sauver pour qu'il y ait des bonnes conditions sanitaires et environnementales. Et vous savez, quand vous êtes dans des boîtes, que vous êtes syndicaliste dans une boîte, que vous sentez la pression de la direction qui vous dit bah, si c'est comme ça, on va fermer, bien qu'il le laisse entendre, que vous avez la pression des salariés qui vivent avec la peur, parce que c'est ça qu'on a comme problème. Henri Krasuki disait avec le chômage, la peur a changé de camp. Mais c'est ça, tous les salariés sont traversés par ça. Et bien quand on est syndicaliste dans ces conditions-là, prendre clairement position pour la santé et pas dire eh bien, on verra, produisons d'abord et ainsi de suite, c'est une position courageuse. C'est pour ça que je tiens à saluer la CGT Sanofi dans ce dossier. Et donc, je disais, c'était une parenthèse, puis des fois je me perds dedans. Mais donc, Vitry. Voilà, Vitry, merci. C'est qui nous informe de ça? Thierry Baudin. Thierry Baudin, donc le responsable CGT de Sanofi National, nous informe qu'il va y avoir une visite d'Édouard Philippe sur le site Sanofi de Vitry, mais qu'elle se fera sans que les salariés soient prévenus, ils l'ont appris par la bande, sans que les Français soient prévenus, sans les syndicats, sans les médias, en catimini, comme ça, avec le Cercle de l'Industrie. Le Cercle de l'Industrie, c'était un truc monté par Dominique Strauss-Kahn, bon, on va pas se lancer là-dedans, mais enfin bon, c'est un gros bordel de patron, voilà. Bon. Et donc, voilà, visite en catimini. J'interviens à l'Assemblée nationale, je dis, bah voilà, il y a tous les liens Macron, Sanofi, tout ça, dans la dépakine. Dans la dépakine, l'État devrait faire pression sur Sanofi pour que ça soit à Sanofi de payer, à Sanofi d'indemniser. Vous ne le faites pas. Comment ça se fait que vous ne le faites pas? Et là, on apprend que vous avez visité en catimini l'usine de Vitry. Je pose cette question-là. Réponse d'Édouard Philippe. Alors, l'IB me dit, oui, il n'y a pas eu une réponse très claire. Je dis, bah si, la réponse a été vachement claire. Qu'est-ce que ça a été la réponse d'Édouard Philippe? Il a eu cette phrase. Il ne faut pas critiquer une entreprise qui fonctionne bien. Comment mieux indiquer la complicité du gouvernement avec cette multinationale, sinon que de dire il ne faut pas critiquer une entreprise qui fonctionne bien. Parce que c'est ça, fonctionnait bien. Ben oui, ça fonctionne en effet très bien, mais exclusivement pour les actionnaires en l'occurrence. Vous savez, il y a pas mal de journalistes qui viennent en ce moment et qui me disent « Bon alors, nous on travaille sur les lobbies à l'Assemblée nationale. » Attends, je vais boire un coup quand même. Nous on travaille sur les lobbies à l'Assemblée nationale. Je leur dis oh, « Ne vous emmerdez pas avec ça. » Pourquoi? Bah d'abord parce que c'est pas l'Assemblée nationale que se fait la loi. Je veux dire, la loi elle est décidée à l'Élysée, elle transite par les ministères, il y a un habillage démocratique à l'Assemblée nationale. Donc bon, à la limite, à l'Assemblée nationale, en matière de lobby, il y a un peu de dentelle sur les côtés avec des petits amendements un coup de temps en temps. Mais c'est comme la lettre volée d'Edgar Poe, vous connaissez ça ou pas? Ça fait quelque chose? Bon, au niveau culture générale, tout le monde n'a pas lu la thèse de... Non, je sais pas. C'est quoi la lettre volée d'Edgar Poe? Il y a une lettre qui a été volée à la reine. On présume que c'est un ministre ou quelque chose comme ça qui l'a volée. La police, Scotland Yard vient enquêter, vient perquisitionner, tiens, vient perquisitionner chez le ministre pour retrouver la lettre. Il cherche partout, dans les tiroirs, dans les bureaux, sous le matelas, tout ça, il cherche, il ne trouve pas. Et en fait, le mec, il avait mis la lettre dans un cadre devant l'entrée. C'est-à-dire, il y a des choses qui parfois sont tellement en évidence, tellement sous nos yeux, qu'on se refuse à les voir. Mais là, c'est ça. Parler de lobby, aller chercher les lobbies à l'Assemblée nationale, c'est vraiment pour emmerder le monde et puis vouloir aller utiliser la loupe. Il n'y a pas besoin d'utiliser la loupe. Je veux dire, il n'y a pas besoin... C'est d'ailleurs un universitaire belge, Geoffrey Goens, qui, c'était à propos de l'Europe, mais il disait, mais le terme de lobby, ça va pas, c'est trop gentil. C'est fini, ça. C'est une vision optimiste. Pourquoi ? Parce que le lobby, ça suppose une pression de l'extérieur. Il n'y a plus besoin de pression de l'extérieur. Il n'y a plus besoin de pression de l'extérieur. Qui va nous faire croire qu'il y a besoin de faire pression sur Emmanuel Macron pour que les desiderata du CAC 40 soient remplis? Non mais...
Vous savez, j'entends rigoler, mais c'est vraiment pas une blague. Il y a vraiment... L'appareil d'État, il est aujourd'hui colonisé de l'intérieur par les intérêts privés jusqu'à son sommet. Macron, c'est quoi? C'est la marque de la fusion, du mariage, de l'oligarchie entre le pouvoir et l'économique. Et ça s'est installé à l'Élysée. Voilà. Et Macron en est le symbole de ça. Alors, il y a un truc qui m'a fait marrer pendant l'été dernier, c'est qu'on a voté une loi de moralisation de la vie publique. Vous avez déjà imaginé? Vous avez Macron à l'Élysée et on vous demande de voter une loi de moralisation de la vie publique. Alors moi, je suis intervenu, alors on m'a dit... je suis intervenu sur Macron, j'ai dit voilà, regardez, Macron il est passé par Rothschild. Par exemple, chez Rothschild, il a traité un certain nombre de dossiers, mais il a notamment traité, il me semble, de la vente d'un certain nombre de magazines du groupe Lagardère. Bon, et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il est revenu comme conseiller de François Hollande à l'Élysée, et qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Eh bien, il a traité de la vente des actions Airbus de Lagardère. Donc il a gardé le même client. Il a gardé le même client et il se trouve que Lagardère a été super content, ça s'est super bien passé pour lui, c'est génial, il est sorti avec plein de bénéfices et tout ça, il était super content. Et alors là, vous pouvez regarder le travail de la presse Lagardère sur Macron pendant la campagne électorale. C'est bon, ça y est allé tous azimuts. Le journal du dimanche, c'était une semaine sur deux. Voilà, donc on vit, alors, et c'est dans ce truc-là qu'on doit voter une loi de moralisation de la vie publique. Alors je suis intervenu là-dessus à l'Assemblée nationale, et puis j'ai été bâché par plein de monde en me disant mais comment on peut parler comme ça du président de la République? Normalement dans cette enceinte on ne parle pas comme ça du président de la République. Et alors je leur ai dit on ne prononce pas son nom comme ça. Alors j'ai dit bon d'accord, moi je suis nouveau, je suis jeune, je connais pas bien. Vous m'excusez, je connais pas bien les usages. Je savais pas que c'était comme Voldemort dans Harry Potter. Et que c'était celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc j'ai fait un speech avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom. De toute façon, là, je veux dire, j'ai parlé des cadeaux à Lagardère, mais c'est des cadeaux généraux. Là, vous allez avoir quoi dans le budget? Le crédit impôt compétitivité emploi. Je fais juste ça. Bon, vous connaissez les histoires de la flat tax, vous connaissez les histoires de l'impôt sur la suppression de la fortune, vous connaissez l'annonce dans le journal des milliardaires américains Ford de la fin de l'exit tax. Vous voyez un peu le délire, c'est chez les milliardaires américains qu'on vient nous annoncer que ce qui va être décidé à l'automne prochain, enfin cet automne du coup. Mais là, cet automne, c'est le budget, c'est le CICE. Qu'est-ce que le CICE? Crédit impôt compétitivité emploi. Normalement, c'est à hauteur d'à peu près 20 milliards d'euros par an. Là, cette année, ça va être 24 milliards. Mais surtout, ça va être, on va cesser de faire on va cesser de le voter. Ça va être une baisse de charge pérenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sera plus remis en cause chaque année. Déjà, ça n'était pas tellement, mais ce qui est des baisses de charge, on ne revient jamais dessus. Vous voyez? Et donc là, or on sait que ce CICE, il a au mieux sauvé ou créé 100 000 emplois. 24 milliards, 20 milliards, allez, divisé par 100 000, et ce qui est déjà 100 000, c'est déjà quelque chose d'optimiste. Vous arrivez à 200 000 euros par emploi. Vous imaginez le délire? C'est une gabegie, c'est une gabegie terrible. Là, il y a un vrai choix. Je veux dire, l'exit tax, on peut dire que c'est des sommes qui ne sont pas énormes et tout ça. Le CICE, c'est un vrai choix de société. En finir avec le CICE et transformer ça en autre chose, par exemple, à comment on structure ce que j'appelle les métiers du tendre, mais les accompagnants pour les enfants en situation de handicap, pour les auxiliaires de vie sociale pour les personnes âgées, pour les assistantes maternelles, peut-être pour les animateurs du périscolaire. Comment on structure ces métiers-là? Là, vous avez 24 milliards, ça veut dire que vous pouvez créer des centaines de milliers de postes. Et donc, c'est un vrai choix de société que ce CICE. Donc, voilà le type de cadeau. Donc, vous savez ce que disaient les Américains disaient ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis. La psychologie aujourd'hui de notre gouvernement, de nos dirigeants, c'est ce qui est bon pour les multinationales est bon pour la France. Il y a une confusion entre l'intérêt général et l'intérêt des multinationales. C'est le moment dans lequel on se trouve. Alors, cette toute-puissance de l'oligarchie, cette hubris, cette démesure,
je le disais tout à l'heure, les héros antiques, normalement, ils étaient punis par les dieux. Qui va rétablir la justice? Il n'y a plus les dieux, le ciel est vide. Enfin, pour beaucoup d'entre nous, le ciel est vide. Et en tout cas, ils interviennent assez peu dans la vie publique. Bon, il y a ce proverbe, Vox populi, Vox Dei. Eh oui, s'il nous reste, c'est le peuple. D'où peut venir la justice? Elle peut venir de vous, elle doit venir de vous, elle doit venir de moi, elle doit venir du peuple. C'est la seule voie qu'il y a pour rétablir la justice. C'est la confiance que je place en vous. Vous savez, j'ai rencontré un chercheur anglais que j'aime beaucoup, c'est l'un de mes bouquins les plus importants, qui fait 48 pages. Bon, qui est Richard Wilkinson et qui a publié un bouquin qui s'appelle « Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous ». Alors ça, c'est un gros pavé de 500 pages, avec des graphiques, des tas de statistiques, des trucs comme ça dans tous les sens. Je me suis dit, bon, vous voyez, genre, c'est sympa, mais tu me fais le résumé en une trentaine de pages, voilà, ça ira mieux quand même, quoi. Et donc j'ai fait le résumé, je suis allé voir le gars, j'ai fait un entretien avec lui, bon, on a discuté, sa thèse est vraiment, pour moi c'est une clé, ça devrait être une clé pour la gauche et une clé pour remettre l'égalité au cœur d'un vrai projet politique. Bon, mais je passe quand même dessus, parce que sinon je vais passer une heure. Mais à la fin, je lui dis, bah voilà, moi, j'ai un but dans la vie, c'est la réinsertion sociale de Bernard Arnault. Oui. Quand je le vois, j'ai quand même beaucoup regardé ses archives. Quand je le vois dans ses archives, Bernard Arnault, il est triste. On le sent tout seul, il avance dans un grand couloir, un peu voûté, la mine renfrognée. Quand une secrétaire lui tend un café, on sent bien que c'est du bout des doigts en tremblant. On le voit toujours enfermé dans des buildings, derrière des vitres en verre et tout ça. Donc vraiment, je disais, moi, je veux œuvrer à la réinsertion sociale de Bernard Arnault. J'avais un projet pour moi, et je lui expliquais, donc lui était passé par, il avait été prof à Cambridge, à London School, il avait fait la une du New York Times et tout ça. Je lui disais, moi, mon projet, c'est la réinsertion par la frite. Alors, ça le surprenait un petit peu, mais je lui ai expliqué que mon but, c'était de l'amener à la friterie chez Jojo avec Marie-Hélène Bourlard, avec la famille Clure, et qu'on aille bouffer une frite ensemble. Et je me disais, comme ça va reconstruire quelque chose, quoi. Et mon universitaire, mon épidémiologiste anglais, il était assez sceptique sur le projet, quoi. Et donc il me dit, non, bah non, moi c'est pas comme ça que je vois les choses. Si vous voulez, il me dit, j'avais une grand-tante. Pendant la Deuxième Guerre, elle s'est retrouvée prisonnière en Asie du Sud-Est. Et là-bas, elle était séquestrée, elle n'avait pas à boire, elle n'avait pas à manger. Mais quand elle est revenue en Angleterre, plus tard, elle m'a dit, finalement, ça m'a fait du bien, ça m'a rapproché des gens. Ah, j'étais quand même assez inquiet. Parce que je venais chercher les conseils d'un grand universitaire anglais, et je me retrouvais avec Action Directe quand même. Ce qu'il me conseillait, c'était la séquestration de Bernard Arnault, le privé de l'eau, le privé de nourriture. Ça me paraissait un peu raide, quoi. Mais il me disait, mais vous n'avez pas quand même un truc un peu moins violent, quoi. J'avais d'ailleurs mon cœur I Love Bernard, donc vous voyez, c'est vraiment par la tendresse. Il me dit, bah, il y a des tas d'études, il y a un universitaire, un chercheur qui a rassemblé des tas d'études sur l'homme préhistorique. Et en fait, l'homme préhistorique était relativement égalitaire, il vivait en communauté, enfin, du coup, c'est ce qu'il me raconte. Et il me dit, il y avait là-bas des stratégies contre-hiérarchiques. La première stratégie contre-hiérarchique, c'était le rire. On se moquait de la personne qui commençait à se la péter. Quand il y a quand même quelqu'un qui commence à se la péter, commence à accumuler du pouvoir, de l'argent, tout ça, on se moque de lui, on le ridiculise et paf, comme ça on le ramène sur Terre, humain parmi les humains. En un sens, c'est ce que fait mon film. Bon, mais voilà, donc je lui dis, bah, mais il me dit, mais bon, quand ça ne marche pas, il y avait une deuxième stratégie contre-hiérarchique, c'était l'exil. Vous voyez, on exilait le mec qui se la pétait en dehors de la communauté. Je lui dis, bon, le problème c'est que l'exil, en tout cas sur le plan fiscal, Bernard Arnault, il se fait déjà appliquer tout seul, quoi. Et il me dit, bon, et quand ça marchait vraiment pas, la troisième méthode, c'était le meurtre. Je dis, mais quand même, depuis la préhistoire,
est-ce qu'on n'a pas évolué un petit peu? Alors, il me dit aussi, ben, normalement, on a mis en place une autre stratégie contre-hiérarchique. Cette stratégie, ça s'appelle la démocratie. Sauf que la démocratie, il faut la faire fonctionner. Voilà le message qui me délivrait. Et pour en revenir à cette thèse de doctorat sur l'obligation de paiement de la dette publique française, comment je vais faire le lien avec la démesure, l'hubris, l'oligarchie? Par Colbert. Au XVIIe siècle, il y a Fouquet, sur un intendant du roi, qui se la pète un petit peu. Fouquet, c'est l'oligarque, c'est celui qui incarne la puissance économique. Il se la pète carrément. Il s'est fait construire un château à Vaux-le-Vicomte, il a des fontaines, il fait des feux d'artifice, il a Molière avec lui, il a la fontaine, il invite le roi au milieu de tout ça. Et le roi, qui lui a pas de pognon, l'État est au bord de la faillite, et il se sent complètement ridiculisé. Il dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Je veux le remettre à sa place, celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Fouquet, il lui fait un procès. Fouquet perd son procès à la surprise générale. Il est envoyé en exil et emprisonné. Bon, ça c'est une histoire qui est relativement connue. Derrière, ce qu'on ne sait pas, c'est l'œuvre de Colbert. Colbert, pour rétablir la finance publique, je pense que Colbert, moi, je pense qu'il était un grand homme. Mais bon, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de prendre les 200 personnes, les 200 seigneurs, auprès de qui l'État a le plus de dettes. Il les prend, il leur fait un procès, il entame un procès, il leur fout les boules. Les mecs, ils se disent, putain, on est parti pour la garde à vue et tout ça. C'est un truc qui dure, hein, évidemment. Les mecs, ils ont trop peur, ils ont la trouille, ils ont les chocottes. Ils disent, bon d'accord, on lâche toutes nos dettes, vous nous laissez notre château, puis vous nous laissez tranquille. De quoi on a besoin aujourd'hui? On a besoin d'un nouveau Colbert. On a besoin d'un nouveau Colbert qui leur fout la trouille. On a besoin d'un nouveau Colbert qui vienne dire à Brandicourt, qui vienne dire à Weinberg, qui vienne dire à Sanofi, maintenant, vous allez en rabattre. Vous allez en rabattre, vous allez indemniser les victimes, vous allez financer des projets de recherche, vous allez mettre aux normes votre usine à Mourinx, sinon, on vous enlève la cravate, on vous enlève les lacets, on vous enlève la ceinture, et puis on verra bien quand ça terminera. Les perquisitions aujourd'hui, elles ne devraient pas se dérouler à la France Insoumise. Elles devraient se dérouler au siège de Sanofi. Alors, pour conclure et pour conclure là-dessus, il ne s'agit pas de mener une œuvre de vengeance. Il s'agit, camarades, bien chers frères, de construire l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la socialisation de Sanofi. Je dis, moi j'ai vu l'état d'usine partir de chez moi. Et je considère que c'est pas normal. J'ai vu Goodyear, j'ai vu Whirlpool, j'ai vu Clos d'Or, j'ai vu Abélia Décor, j'en ai vu par paquet. J'ai vu Paris au siège de France, j'ai tout vu. Maintenant, là, ce dont on parle, ce que j'ai mis au cœur du débat, ça n'est pas une usine de pneumatiques, ça n'est pas une usine de lave-linge, ça n'est pas une usine de chips, ça n'est pas une usine de canapé, avec tout le respect qu'on peut avoir pour ces différentes productions. C'est une usine de médicaments. C'est-à-dire que ça décide de la santé publique. C'est donc un outil qui doit être aux mains du public. Voilà l'horizon qui est le nôtre. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la socialisation de Sanofi.